Bienvenue sur la chaîne pour cette dernière vidéo d'une série de 3 sur le sommeil. Je suis le vieux. La difficulté dans une trilogie de ce type, c'est de conclure. Dans la première vidéo, j'ai posé les bases physiologiques, mais aussi anthropologiques du sommeil. La deuxième vidéo, elle, était une critique forte de nos modes de vie, du tout technologique et de l'idéologie productiviste, en regard de leur fort impact négatif sur le sommeil au niveau physiologique, mais aussi de la perte de sens, de la perte de la sacralité qui entourait originellement ce moment d'abandon, le sommeil, entre la vie et la mort. Ainsi, la vidéo 3 risque de paraître de la petite cuisine pratique, si elle n'a pas la même densité. Alors, je vais quand même vous donner en première partie des pistes de remédiation qui découlent directement des observations formulées dans la deuxième vidéo. Mais surtout, je vous proposerai dans un second temps de les relier entre elles en un tout qui fait sens. Une façon de renouer avec le sacral, l'unité de la vie. L'idée est, et si votre mauvais sommeil était pour vous l'occasion de repenser votre rapport au monde. Première partie donc, les petites recettes de cuisine. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qui nuit à notre sommeil. Alors reprenons ces points un à un et voyons comment agir concrètement. Se dépenser physiquement. L'activité physique régulière en journée, qu'il s'agisse de marche, de course ou de toute autre pratique, envoie un signal clair au corps. J'ai besoin de récupération. Sans ce signal, le sommeil reste superficiel. Bouger, transpirer. C'est préparer sa nuit dès le matin. Et si possible dehors, car la combinaison effort plus nature est un double message puissant envoyé au corps. S'exposer à la lumière naturelle. Nos horloges biologiques se calent sur la lumière du soleil. 15 minutes dehors le matin suffisent pour recaler la mélatonine et préparer l'endormissement du soir. A l'inverse, rester enfermé derrière des écrans dérègle l'horloge interne. C'est un détail simple mais qui change tout. Nous sommes des êtres solaires avant d'être des êtres numériques. Réduire les écrans le soir, la lumière bleue des téléphones, tablettes et ordinateurs retarde l'endormissement de plusieurs heures. La solution est simple, couper ou utiliser des filtres anti-lumière bleue, mais surtout apprendre à lâcher l'écran avant de se dormir. Les anciens n'avaient pas ce problème, leur nuit était vraiment la nuit. Alimentation. Un dîner léger facilite le sommeil profond. Manger lourd, gras ou tardivement oblige l'organisme à digérer au lieu de se réparer. Idéalement, il faudrait prendre son repas plus tôt et qu'il soit plus simple et pas trop riche. Dans beaucoup de traditions, le repas du soir était frugal, presque un rituel de préparation au repos. Point suivant, limiter les ondes et couper la Wi-Fi la nuit. Sans entrer dans la controverse scientifique, beaucoup de personnes constatent une amélioration de leur sommeil en coupant leur box ou en revenant au filaire. L'expérience est facile à tenter et ne coûte rien. Même si ce n'était qu'un simple effet placebo, pourquoi s'en priver? Instaurer des rituels. Un rythme de coucher régulier, une chambre fraîche et sombre, une petite routine de détente, lecture, respiration, méditation, aide le corps et l'esprit à basculer naturellement dans la nuit. Ces rituels rappellent, en version moderne, les chants, prières ou gestes symboliques pratiqués dans beaucoup de cultures avant l'endormissement. Bloquer les pensées intempestives. Le film Le Village des damnés, dans sa version de 1960, a pour théâtre le paisible village anglais de Midwich, où un événement inexplicable se produit. Tout le monde perd soudainement connaissance sous l'effet d'un étrange rayonnement. Lorsque les villageois se réveillent, tout semble être revenu à la normale. Cependant, quelques semaines plus tard, les femmes du village découvrent qu'elles sont toutes tombées mystérieusement enceintes. Leurs enfants naissent le même jour, ils grandissent à un rythme anormalement rapide et ont tous des cheveux blonds platine, des yeux pâles et hypnotiques,
un très haut QI et communiquent entre eux par télépathie. Ils ont ce pouvoir terrifiant de pouvoir forcer mentalement les adultes à obéir à leur volonté, les poussant même au suicide s'ils constituent une menace. Les villageois terrifiés réalisent que les enfants sont une force extraterrestre destinée à supplanter l'humanité. Le héros, un professeur dont la femme est morte en donnant naissance à l'un de ses enfants, comprend qu'il doit les détruire. Sachant qu'ils peuvent lire dans ses pensées, il parvient à cacher son plan ultime, une bombe à retardement, en se concentrant sur un mur de briques, donc derrière un écran mental, sachant que les enfants peuvent lire dans ses pensées. De ce film impressionnant dont je n'avais vu que la bande-annonce, mon père m'ayant rapidement envoyé au lit en comprenant la teneur de l'œuvre, j'ai retenu les images marquantes du héros, faisant surgir dans son esprit la représentation mentale de ce mur de briques destiné à couper le flux de ses pensées, pensées dans lesquelles sinon les enfants mutants auraient pu lire. Ce mur de briques s'effritait progressivement sous les assauts mentaux des élèves, alors que l'horloge sur le mur de la classe égrenait les secondes du compte à rebours vers l'explosion finale. Parvenu à l'âge mûr, 12 euphémismes, j'en ai tiré une modeste technique mentale pour contrer le flux des pensées intempestives nocturnes. Il s'agit tout simplement de visualiser dans la nuit un écran noir. Ce noir, naturellement présent quand vous fermez les yeux, et de se concentrer sur lui. Alors quand je dis se concentrer, c'est plutôt se focaliser, car il faut rester juste sur un plan perceptif et non cognitif. Vous ne devez pas penser à cet écran noir, mais vous devez le voir. Se focaliser sur la perception aide à diminuer, puis supprimer le flux mental. C'est comme un interrupteur magique que vous trouvez. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez le retrouver à nouveau, de plus en plus facilement. À tel point que les premières fois où ça a vraiment fonctionné, j'ai éprouvé, pas de façon cognitive, parce que là il n'y avait pas de cognition qui intervenait, mais juste des perceptions, mais de manière viscérale, la peur que le flux de pensée ne se rétablisse pas, que la machine à cogiter ne reparte jamais. Alors une variante qui peut être efficace également, c'est de se concentrer sur des émotions positives issues de souvenirs heureux, plus ou moins lointains de votre vécu. Cette alternative est plus aléatoire, car l'esprit peut battre la campagne, passer du coq à l'âne, et rejoindre des pensées négatives par des chemins détournés. Voilà, toutes ces petites recettes peuvent certainement aider, mais et si votre mauvais sommeil était plutôt pour vous l'occasion de repenser complètement votre rapport au monde. Cette question nous amène à la seconde partie. L'intégration en un tout faisant sens. Vous imaginez peut-être l'humain des origines comme une brute épaisse, sombrant dans le sommeil comme une masse, gagné par l'épuisement d'une journée harassante passée à assurer sans relâche sa survie. C'est entièrement faux. Sapiens sapiens, il y a 200 000 ans, avait le même cerveau que nous et la même intelligence. Marshall Salins, l'anthropologue, pense, d'après ses études sur les aborigènes actuels, que nos ancêtres n'avaient pas besoin de consacrer plus de 3 heures par jour à leur survie. Ils devaient cependant également avoir leurs propres problèmes. Problèmes d'hommes préhistoriques, certes, mais problèmes quand même. Le milieu extérieur était un élément hostile, en grande partie mystérieux, contre lequel il fallait lutter. L'homme ne dominait pas encore son environnement comme de nos jours. Alors, il avait développé son autonomie et ses compétences, à défaut de technologie. Et la sacralité qu'il habitait lui permettait de donner du sens et d'apprivoiser le monde. Monde qu'il habitait comme un acteur et non comme un simple spectateur. Toutes les composantes de son vécu, proies et prédateurs, abondance et famine, mais aussi vie et mort, souffrance et joie, se renforçaient l'une l'autre, étaient intégrées et acceptées, à défaut d'être pleinement comprises au niveau où nous l'entendons actuellement, c'est-à-dire sur un plan purement scientifique, nécessairement réducteur. Cet homme habitait son monde, lui donnait un sens et en acceptait tous les éléments comme nécessaires, bons ou mauvais.
L'enfant, lui, a également ses propres problèmes. Problèmes d'enfant, certes, mais problèmes tout de même. Pourtant, quand il pose sa tête sur l'oreiller, il s'endort instantanément, pour ne se réveiller qu'au matin. Pas plus que l'homme des origines, il ne comprend scientifiquement son environnement. Mais il est en perpétuelle construction de sens face au nouveau monde qu'il découvre et devant lequel il est encore capable d'émerveillement. Tous les événements de son existence sont ressentis avec intensité, viscéralement. Francis Cousin dirait de façon tripale. Parce que chez l'enfant, la division individu versus monde extérieur ne s'est pas encore complètement opérée et qu'il vit encore une sorte de sacralité, d'unité au monde. Quand avons-nous perdu ce lien au monde, cette curiosité et cette capacité d'émerveillement, d'acceptation de la vie dans toutes ses composantes? C'est ce voyage en arrière vers l'enfant ou l'homme des origines, ou plutôt ce bond conceptuel en avant, que je vous propose de faire avec moi dans cette seconde partie. Alors, relisons toutes les recettes, mais autrement. Car tout n'est-il pas aussi une simple question de représentation mentale? Se dépenser et s'exposer à la lumière, cela pourrait ne pas être seulement fatiguer le corps et stimuler l'horloge. C'est retrouver un rythme naturel, une unité avec le soleil, les saisons, la terre. Les chasseurs-cueilleurs marchaient 15 à 20 km par jour. Leur sommeil n'était pas une rupture artificielle, mais le prolongement d'une journée vécue en lien avec la nature. Réduire les écrans et couper les ondes ne serait pas juste laisser la mélatonine tranquille, mais plutôt être vécu comme retrouver un silence, une obscurité, un espace protégé des signaux parasites. C'est réapprendre à habiter la nuit, à ressentir la respiration profonde de la Terre. Certains parlent des résonances de Schumann, ce pouls électromagnétique de la planète qui bat à l'unisson de nos propres rythmes cérébraux. Se couper des signaux artificiels serait une façon de rouvrir une oreille intérieure à ce battement ancestral. Faire le vide dans sa tête, ce n'est pas que calmer des pensées pour dormir. C'est retrouver une paix plus large. Accepter ce qui est, cesser de vouloir tout contrôler. Comme l'enfant qui s'abandonne au sommeil, comme l'homme des origines qui faisait confiance aux esprits ou à la nuit malgré les dangers. C'est une réconciliation avec soi et avec le monde. Petit à petit, chaque geste, chaque truc prend une autre dimension. Ils ne sont plus de simples recettes pour grappiller quelques heures de sommeil, mais des moyens de réintégrer notre vie en un tout. Le corps, l'esprit, la nature, la terre. Le monde est ce qu'il est, certes, objectivement, mais la représentation mentale que vous vous en faites peut se modifier, se reconstruire vers plus de sens et de lien. En conclusion, alors oui, on peut améliorer son sommeil avec des astuces pratiques, mais le message que je veux vous laisser est plus large. Restaurer le sommeil, c'est restaurer une manière de se représenter et d'habiter le monde. Nous avons vu dans la première vidéo pourquoi le sommeil est vital. Dans la deuxième, nous avons vu comment notre société l'a détruit. Dans cette troisième, je vous ai proposé de le retrouver, pas seulement comme une mécanique, mais comme une fonction sacrée, une respiration de l'âme, un lieu d'unité entre l'homme, la nature et le temps. Alors, reposez-vous, dormez bien et surtout, habitez votre sommeil et vos nuits comme une part vivante de votre existence. Portez-vous bien. Ciao.